Nous avons vu en TP comment caractériser un fossé d'effondrement, donc par sa forme, grossièrement rectangulaire, en tout cas allongée, délimitée par une ou deux failles normales, on a vu qu'il existait plusieurs cas, et nous allons démontrer ici le mécanisme que la subsidence est créée par un amincissement crustal d'origine tectonique, d'où les failles. Vous devez maîtriser les termes de Horst, qui sont les éléments qui sont surélevés, par rapport au Graben, qui est justement l'élément qui est en subsidence. Et typiquement, il y a deux failles normales, mais on a vu que ça pouvait ne pas être toujours le cas. Donc l'exemple type, la référence, c'est le fossé rhénan. Vous l'avez ici aussi en termes de paysage. Donc on a toute la plaine du Rhin qui bien sûr est ici, donc ça c'est le Graben. Et puis là, ce qu'on voit dans le paysage, c'est la forêt noire qui fait un relief. Et puis on aurait la même chose du côté des Vosges. Donc si vous n'êtes pas capable de répondre à toute cette série de questions, revoyez le TP. On avait construit ce type de modèle, donc avec les Vosges, deux failles normales, dont une faille est en fait souvent plus grande que l'autre et un fossé classique, la grande Limagne qui répondait aussi à cette définition, la petite Limagne qui ne présentait une faille que d'un côté mais pas de l'autre, la Bresse qui d'après les profils sismiques est classique mais masquée sous du quaternaire, et puis il nous restait les cas un petit peu différents, un peu particuliers, d'étirement de la croûte continentale dans le sud-est, mais ça c'est lié à l'ouverture de la Méditerranée, et donc ça ressemble plus à des blocs basculés avec une sédimentation en éventail qu'à un fossé d'effondrement tout à fait classique. Donc ce qui était très surprenant, c'est la disposition de ces différents éléments par rapport aux Alpes. Bien sûr, ça ne peut pas être complètement aléatoire d'avoir tous ces éléments qui sont tangentiels par rapport à l'arc des Alpes, d'où le modèle que l'on propose ici, à savoir que ce soit un phénomène de flexure, donc de déformation de l'ensemble de la lithosphère de la plaque plongeante, qui crée un étirement au niveau du bombement tout autour, une fracture, et qui donc va créer toute cette série de fossés d'effondrement. Ici, nous avons dessiné la Limagne, mais on pourrait remplacer le Massif central par les Vosges et vous auriez le fossé rhénan. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, notamment grâce au profil sismique, on peut trancher entre plusieurs modèles différents de, de formation de ces fossés. Donc un premier qu'on appelle extension homogène, c'est-à-dire que toutes les failles sont à peu près similaires les unes aux autres. Un deuxième qui est proposé de façon non homogène, donc on est plus dans un cisaillement simple avec une grande faille cisaillante d'un seul côté et puis on reste sur du cisaillement pur sur des fractures de l'autre côté. Et puis quelque chose qui serait un peu mixte dans lequel effectivement il y a une composante de cisaillement simple mais qui resterait limitée à la croûte. Donc trois modèles différents et quand on travaille avec des modèles analogiques avec du sable, du plâtre, de la silicone, on arrive à avoir ces trois situations selon le matériau qui a été choisi. Donc les indications en laboratoire ne nous donnent pas la solution. Donc pour ça, on va travailler sur les profils sismiques. Donc ce sont des profils écorces exactement comme dans les Alpes. On lance toute une série de camions qui font des vibrations, une série de camions qui les enregistrent, et on fait ça à travers tout le fossé rhénan. Donc on arrive à retrouver de bons réflecteurs sismiques que l'on interprète comme des failles qui s'horizontalisent, donc on est bien sur des failles listriques. Par contre, si on avait imaginé une symétrie complète par rapport au centre du fossé rhénan, ce n'est pas le cas. Elles sont plus pentues d'un côté que de l'autre, plus nombreuses du côté ouest que du côté est. Et puis, on a toute une zone de petits réflecteurs. Je vais changer de couleur pour que vous voyez mieux. Toute une zone de réflecteurs ici, qui sont parallèles les uns aux autres. Bien sûr, ce n'est pas une faille. Nous sommes dans la croûte inférieure ductile, donc c'est une série de cisaillements qui va dans le même sens. Donc on aurait tendance à interpréter ça plutôt comme un cisaillement non homogène, traversant toute la croûte et se prolongeant au moins un petit peu dans le manteau. Donc ça c'est le profil sismique qu'on a ici au nord.
Un autre profil sismique a été fait au sud et on aurait pu s'attendre à avoir exactement la même chose, si ce n'est que, surprise, on a bien quelque chose qui n'est pas symétrique mais qui est dans l'autre sens. Donc ce n'est pas si simple, probablement que la zone de transition se fait par ici, on voit qu'il y a des modifications un peu complexes à cet endroit-là. Il n'y a pas la même structure d'un côté que de l'autre. Alors ce n'est pas si étonnant que ça. Quand on fait des modèles avec du sable et du plâtre, on s'aperçoit que il suffit d'une toute petite hétérogénéité au démarrage pour qu'il y ait une faille qui se développe beaucoup au détriment des autres. Et il n'y a pas de raison que cette hétérogénéité elle soit toujours au même endroit tout le long d'un axe nord-sud. Elle peut être à différents endroits et donc ce n'est pas nécessairement les mêmes failles qui vont se développer à travers toute la croûte. Enfin, quand je dis faille, bien sûr, faille en surface et cisaillement ensuite dans la partie ductile. Alors, ce qui est caractéristique d'un fossé d'effondrement, et nous allons le redétailler dans la prochaine vidéo, c'est une sédimentation rapide, puisque les failles créent rapidement un espace disponible, mais extrêmement brève, parce que la cause est tectonique, c'est-à-dire quand il n'y a plus cet étirement dû à l'empilement des lithosphères ça n'augmente plus, et on est arrivé à la situation stable, on a eu l'étirement maximum et on a eu la réponse maximum qui était la création de ces failles, eh bien ça s'arrête. Il n'y a plus de raison qu'il y ait davantage de subsidence si la chaîne de montagne à côté ne grandit plus. Donc dès que la chaîne de montagne a cessé de s'épaissir, eh bien la sédimentation dans les fossés d'effondrement périorogènes, donc tout autour de cette chaîne de montagne, eh bien ça s'arrête. Donc ça c'est vraiment typique, hein. Donc ils sont ici, ces fossés d'effondrement, c'est ce qu'on appelle aussi des rifts, alors pas des rifts océaniques, hein. Ce sont des rifts continentaux mais qui avortent, qui ne donneront jamais de chaîne de montagne. Et donc on a une vitesse de subsidence qui est relativement rapide, entre 50 et 100 mètres par million d'années, mais ça ne va durer, donc pour ce qui nous concerne, que durant l'Oligocène, et un tout petit peu, ça se développe un tout petit peu après, mais on est vraiment très limité à finalement une aire géologique très restreinte. Donc c'est en ce sens-là complètement différent d'un bassin intracratonique qui sédimente tout le secondaire et qui continue au cours du tertiaire. Là, on a l'Oligocène et un peu plus. C'est tout.